Welcome to Hell, Hell in a Cell. Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics d'Hell in a Cell. Les rivalités qui se poursuivent, des rivalités qui vont se terminer, des Open Challenge, les titres qui seront remis en jeu, tout ça au programme. On commencera par Charlotte qui remettra son titre en jeu contre Nikki Bella, les New Day contre les Dudley Boys, Kevin Owens contre Ryback. Les deux Hell in a Cell match, le premier concernera Roman Reigns contre Bray Wyatt, le second ce sera la fin de la rivalité entre The Undertaker et celui qui a brisé sa stricte, la bête incarnée, Brock Lesnar. Il y aura aussi John Cena qui fera son US Open Challenge. On ne sait pas qui l'affrontera. Et oui, c'est ça, l'Open Challenge de John Cena. On ne sait pas qui sera son adversaire. Et on terminera bien sûr par le match WWE poids lourd entre Seth Rollins et Demon Kane. Donc, écoutez la carte. Je trouve qu'il y a beaucoup de redites. Par exemple, les New Day contre les Dudley Boys, on a déjà vu le match 2 fois. Là, ça va être la 3e fois. Il y a des storylines qui n'ont pas avancé. Je pense à Charlotte contre Nikki et Kevin Owens contre Ryback. C'est juste la revanche. Les deux Hell in a Cell match, c'est bien, mais pour moi, à part le match Taker-Brock Lesnar, on sait que ce sera la fin puisqu'ils ont fait le pari de faire ça en 3 chapitres. Chapitre 1, WrestleMania. Chapitre 2, SummerSlam. Et chapitre 3, fin Hell in a Cell. Donc à part ça, sinon la rivalité entre Bray Wyatt et Roman Reigns pour moi va continuer. Le match Open Challenge, alors c'est assez surprenant qu'on ne sache pas l'opposant de John Cena. Donc un Open Challenge. Je trouve ça assez limite lors d'un pay-per-view. Qu'on nous fasse ça lors des weekly, je dis oui, pourquoi pas. Qu'on fasse ça lors d'un pay-per-view, oui, ouais, voilà, ouais, oui, bah, c'est pas trop d'originalité. En même temps, il n'y a pas eu beaucoup de rivalité autour du titre. À force de défendre son titre toutes les semaines, eh bien, c'est ça qu'on perd. Et la fin, Demon Kane contre Seth Rollins, c'est le seul match pour moi qui a vraiment de la gueule. Demon Kane, mais franchement, ce mec-là me vend du rêve. Après la fin, je ne sais pas. Donc voilà, je suis un peu déçue de cette carte. Peut-être que je serai surprise des matchs, mais la carte, voilà, elle me fait pas trop envie parce que j'attendais un peu plus d'originalité. Et c'est quand même Hell in a Cell, quoi. Et voilà, je suis un petit peu déçue. Voilà pour mes premiers ressentiments. N'hésitez pas, vous, à mettre dans les commentaires si cette carte-là vous plaît ou pas et quel match vous attendez le plus. On passe sans plus tarder au pré-show. Et attention parce que le pré-show a changé de tête. Maintenant ce sera un 6-man tag team. Dolph Ziggler contre Cesaro contre Neville. Enfin avec Neville plutôt. Contre King Barrett, Sheamus, Mr. Money in the Bank et Rusev. Alors pourquoi je vous dis que ça a changé? Puisque on devait avoir Randy Orton et Dean Ambrose, et oui, dans le pré-show, contre Luke Harper et Braun Strowman. C'était le match de prévu. Et en fin de compte, Randy Orton et Dean Ambrose devaient affronter à Raw Braun Strowman et Luke Harper. Et on ne sait pas pourquoi, on nous a dit que Randy Orton avait été soi-disant blessé par la Wyatt Family. En fin de compte, c'est un angle que la WWE a trouvé parce que, je vous le dis, Randy Orton s'est blessé à l'épaule. Alors on ne sait pas la gravité pour l'instant de la blessure, mais voilà, la mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Randy Orton. Et donc, on devait avoir un match handicap, Luke Harper et Braun Strowman contre Dean Ambrose, et on ne sait pas pourquoi. À Raw, ça a changé, ils nous ont remplacé Luke Harper par Eric Rowan, le retour d'Eric Rowan avec Braun Strowman contre Dean Ambrose toujours tout seul. Et finalement, Dean Ambrose s'est trouvé comme allié Roman Reigns, donc c'était un match 2 contre 2. Et finalement, à la fin de Raw, on a eu un match 3 contre 3, Shield contre Wyatt Family. Donc c'était pas compréhensible. En tout cas, Dean Ambrose, Randy Orton dans le pré-show contre Luke Harper et Braun Strowman, et ben ce n'est plus d'actualité. Ils ont remplacé ce match-là par un match qu'on a déjà vu 2 fois. Et oui, 2 fois les Heels ont gagné.
à savoir King Barrett, Sheamus, Mr. Money in the Bank et Rusev contre la Team Face, Cesaro, Dolph Ziggler et Neville. Ils ont déjà fait 2 matchs ensemble et c'est les Heels qui ont gagné les 2 fois. Donc c'est assez surprenant, je pense que c'était un match comme ça pour remplacer le kick-off qui était prévu. Vu que Randy Orton s'est blessé, on a appris ça qu'il s'était blessé à l'épaule, donc c'est pour ça qu'il n'était pas là à Raw. Maintenant, comme je vous avais dit lors du dernier pronostic, ils essaient de donner une plus-value à ce pré-show, parce que franchement, avoir Dean Ambrose et Randy Orton dans le pré-show, voilà, c'est quand même des mecs, Randy Orton quoi, c'est le sang de catcheur coule dans ses veines. Son papa était catcheur, son grand-père était catcheur, et Dean Ambrose c'est pas non plus le dernier. Braun Strowman et Luke Harper, alors Braun Strowman il vient d'arriver, mais Luke Harper il était quand même champion intercontinental. Et là ils ont remplacé ce match-là par un match aussi où il y a des personnes assez importantes, notamment Sheamus qui est quand même Mr. Money in the Bank. Du côté heel, je pense que c'est lui qui apporte la plus-value. Ça n'enlève rien aux qualités de King Barrett et de Rusev, mais ils sont un peu plus en deçà de Sheamus pour ma part. Et de l'autre côté, nous avons Cesaro qui est toujours en top, au top. Ziggler un petit peu moins. Neville qui a eu sa petite période de gloire, mais maintenant qui est voilà plus midlife, mid-carler. Mais voilà, avoir Sheamus d'un côté et Cesaro, Neville de l'autre. Comme pré-show, moi, je suis plutôt quand même contente de ce pré-show-là. Alors, malheureusement pour moi, c'est qu'on a déjà vu le match 2 fois. 2 fois, l'équipe il a gagné. Alors, est-ce que ça sera le principe du 203 ils vont encore faire gagner l'équipe il. À noter que les 2 fois où ils ont gagné, il y a eu quand même quelques petits stratagèmes pour gagner. Voilà, une petite distraction pendant que l'arbitre avait le dos tourné et tout ça. Mais ils ont quand même gagné dans les règles. Donc, est-ce qu'ils vont faire gagner l'équipe Face pour poursuivre la rivalité? Ou est-ce qu'ils vont faire gagner l'équipe Heel une 3e fois de suite? Je ne sais pas. Pour ma part, j'espère quand même qu'ils vont faire gagner l'équipe Face. Parce que c'est... Voilà, pour faire quand même continuer cette rivalité. Je trouve que le trio Heel marche plutôt pas mal. King Barrett, Sheamus et Rusev, je trouve que ça envoie. D'ailleurs, King Barrett et Sheamus, ils ont fait équipe contre les Lucha Dragons et ils ont gagné lors de SmackDown. L'équipe fonctionne plutôt pas mal. Donc j'étais assez surprise et satisfaite de voir cette équipe qui fonctionne plutôt pas mal. En plus, ça permet de booker Sheamus le temps qu'il cache sa mallette. Après, si ce trio continue, ça veut dire que pour l'instant, Sheamus ne va pas cacher sa mallette. C'est ça que ça veut nous dire en fin de compte. Donc ça nous spoil que Sheamus ne va pas cacher tout de suite sa mallette. Alors ce qui m'étonne, parce que au dernier pay-per-view, enfin celui du mois dernier, il devait cacher sa mallette contre Sting et devenir le champion. Donc est-ce qu'ils ont reporté ça parce que Sting étant blessé et que du coup là il va pas cacher sa mallette à ce pay-per-view là et qu'ils vont continuer à le mettre avec King Barrett et Rusev? Est-ce que ça veut dire ça, un nouveau trio de heel? Ou est-ce que c'est juste en attendant qu'on sache quoi faire de lui? Parce que c'est vrai que depuis qu'il était devenu Mr. Money in the Bank, on savait pas trop quoi faire et on savait pas trop quelle rivalité lui donner et en plus il perdait quand même assez souvent, donc ça donnait pas trop de crédibilité à sa mallette. En même temps, est-ce qu'il a besoin de gagner, puisqu'on sait que normalement, à part John Cena et Alberto Del Rio, tous ceux qui ont eu cette mallette sont devenus champions. John Cena, je vous le rappelle, c'est parce qu'il avait laissé une semaine à CM Punk et résultat Big Show était intervenu. Et Alberto Del Rio, c'est parce qu'on allait fusionner les 2 ceintures. Donc c'est pour ça qu'il avait encaissé sa mallette dans le vent. Donc là, sinon, à part ces 2-là, tous ceux qui ont été Mr. Money in the Bank ont eu la ceinture. Donc est-ce que ce trio va continuer et ça veut dire que ils ont revu leur plan dans plusieurs mois ou c'est juste en attendant qu'ils cachent la mallette? Je ne sais pas. Alors moi je pense que ça va être l'équipe Face qui va gagner. Comme ça permet de changer vu que l'équipe il a gagné déjà 2 fois. Après, ce qui me dérange un petit peu, c'est que Tyler Breeze a fait son arrivée et qu'il a attaqué Dolph Ziggler lors de SmackDown. Donc est-ce qu'il va intervenir dans le match pré-show? Comme ça va donner encore plus de l'importance. Peut-être.
Et à ce moment-là, intervention Dolph Ziggler qui n'est plus là et c'est encore l'équipe Heel qui gagne. Donc finalement, je pense que je vais porter mon choix sur l'équipe Heel. Oui, j'ai changé de choix parce que je vois bien, pour donner encore plus d'attrait, le fait qu'il y a Cesaro, le fait qu'il y a Sheamus, le fait qu'il y a Neville, paf, on met Tyler Breeze en avant, il attaque Dolph Ziggler, il l'a déjà fait à SmackDown, mais pourquoi pas le réattaquer lors du pré-show. Comme ça fait quelque chose de plus et ouais, il s'est passé quelque chose dans le pré-show, il faut que je regarde ça, parce que lire juste qui a gagné, ça me suffit pas, et je pense que c'est vraiment ça que la WWE veut faire maintenant, vu que le pré-show est payant avec le network. Je pense vraiment qu'ils veulent donner de l'attrait à ce pré-show, et donc si en plus de faire un match 3 contre 3, on pourrait avoir une intervention de Tyler Breeze, le nouvel arrivant qui a l'air de s'en prendre à Dolph Ziggler, voilà, je me dis que l'équipe Heel va gagner une 3e fois. Après, l'équipe Face peut gagner, comme ça fait 2-1. Et je trouve ça déjà dommage qu'ils aient gagné 2 fois, parce qu'il y aurait eu 1-1, ça aurait permis de continuer la rivalité. Donc après, il faut se dire que c'est un match de substitution, avec le match qu'on aurait dû avoir Randy Orton et Dean Ambrose contre Luke Harper et Braun Strowman. Donc voilà, je vais quand même dire l'équipe Heel part tomber avec l'intervention de Tyler Breeze pour donner de l'attrait à ce pré-show. On continue avec John Cena qui remettra en jeu sa ceinture des États-Unis dans un Open Challenge match. Donc pourquoi dans un Open Challenge match? Bah déjà parce qu'il a fait que ça pendant 1 mois. Et tout simplement parce qu'on se murmure qu'après Hell in a Cell, il prendrait quelques vacances, quelques repos. Donc pourquoi lancer une rivalité, une storyline avec quelqu'un si c'est pour partir? Je pense qu'ils ont compris l'erreur de l'avoir fait avec Lana, Rusev et Dolph Ziggler et Summer Rae, avec l'absence de Lana. En plus, entre-temps, Lana et Rusev se sont mariés IRL. Donc ça a cassé complètement leur storyline qu'ils avaient fait, comme quoi Lana était avec Dolph Ziggler. Donc je pense que là, ils ont compris leur erreur. Ils ont dit, on va pas commencer quelque chose avec un concurrent sérieux si c'est pour que le lendemain, John Cena ne soit pas là. Donc je préfère. Maintenant, le problème pour moi, c'est que c'est un Open Challenge. On est quand même dans un pay-per-view. Qui fasse ça? Les weekly qui défendent chaque semaine sa ceinture. Pourquoi pas pour redonner du crédit, mais à un moment donné, trop d'Open Challenge tue l'Open Challenge. On n'est plus de storyline et de rivalité autour de ce titre. Peut-être pas avoir 36 000 fois la même personne, mais avoir une construction comme on avait eu avec Kevin Owens. Voilà, c'était quand même pas mal, parce qu'on avait eu, ou comme on avait eu avec un temps avec Cesaro, on avait eu 2-3 matchs avec Kevin Owens et Cesaro. Là, il y avait une storyline, il y avait une rivalité, c'était intéressant que de se taper toutes les semaines quelqu'un d'autre. Donc là, je vais vous dire qui je pense affrontera John Cena, tout simplement. Première solution, moi je voyais Cesaro, parce qu'on se murmurait que le prochain champion des États-Unis c'était Cesaro. Le problème numéro 1, c'est que Cesaro est déjà dans le pré-show, donc il a déjà un match. Et problème numéro 2, c'est qu'apparemment, ils sont en train de commencer une rivalité entre Cesaro et Stardust, puisqu'à chaque fois que Cesaro fait des matchs, on voit Stardust dans le coin avec The Ascension, avec une pancarte Stardust Section, en rapport avec évidemment la section de Cesaro. Donc ça, je pense pas. Deuxième, pourquoi pas Tyler Breeze? Voilà, un nouvel arrivant, il est arrivé à SmackDown. Bon, il a défoncé Dolph Ziggler, il a pris Summer Rae avec lui. Donc pourquoi pas tout de suite arriver, paf, tout de suite être challenger pour le titre. Vous allez me dire, oui, c'est peut-être un peu tôt, mais pour mettre en avant ce catcheur qui vient d'arriver, quoi de mieux qu'un Open Challenge ou affronter John Cena, même si c'est pas pour le battre. Moi, je me dis, pourquoi pas. Ça, c'est tout à fait possible. Il vient d'arriver à SmackDown, paf, on lui donne l'opportunité d'affronter John Cena et de mettre en avant NXT. Donc, après, voilà, le problème, c'est qu'il vient d'arriver et que c'est quand même... c'est quand même un petit peu tôt, quoi. Et on se demanderait pourquoi lui, alors qu'il vient d'arriver, et que ce serait pas très logique, mais bon.
Pourquoi pas. Troisième possibilité, Bo Dallas. Alors oui, vous allez me dire Bo Dallas, what? Oui, parce qu'à SmackDown, il a dit que il acceptait le défi qu'avait lancé John Cena. Alors je pense que c'était juste comme ça, mais vu qu'il l'a dit à SmackDown qu'il était pour affronter John Cena, donc pourquoi pas Bo Dallas. Ils essayent de le remettre en avant ces temps-ci, donc moi j'y crois moyen, mais voilà ce qui s'est passé à SmackDown. Ou sinon, Heath Slater. Et oui, le retour d'Heath Slater. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Heath Slater avait tweeté à John Cena qu'il était en train de s'entraîner pour l'affronter, qu'il appréciait ses Open Challenge matchs et qu'il serait prêt lors d'un Raw. Et à la place, on a eu l'un des membres des New Day, je me rappelle plus si c'était Becky ou Xavier Woods, je crois que c'était du tour de Xavier Woods qu'il avait tweeté ça. Et normalement, ça aurait dû être lui qui affrontait John Cena. Alors pourquoi pas, lors de ce pay-per-view-là, dire eh bien, j'ai raté le coche quand c'était les New Day, mais maintenant c'est mon tour, et avoir Heath Slater contre John Cena. Après, pour l'autre personne, personnellement, moi je ne vois que cela, avec quand même plus Heath Slater ou Tyler Breeze. Ça m'étonnerait pas qu'ils mettent Tyler Breeze en avant, ou Heath Slater par rapport à ce qui s'était passé, et qui lui donne une chance au titre. Dans tous les cas, je pense que comme on ne connaît pas l'opposant de John Cena va conserver sa ceinture. Ce serait totalement illogique qu'il perde sa ceinture alors qu'on n'a pas eu de storyline, qu'on n'a pas eu de rivalité, et que le mec il arrive et il gagne contre John Cena alors qu'il ne s'est rien passé derrière. Moi je trouverais ça assez aberrant. Donc dans tous les cas, conservation de ceinture par John Cena, par tombée, c'est plus logique. On continue avec la revanche entre Charlotte et Nikki Bella pour le titre des Divas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Nikki Bella était la championne avec le plus long règne de la division des Divas, mais Charlotte l'a battue avec un spear. Nikki Bella a vaincu Charlotte. Entre-temps, il faut savoir que Brie Bella aussi a battu Charlotte. Mais il faut savoir que c'est ça, je pense, le plus intéressant dans cette rivalité. C'est que Paige a tourné le dos à sa team PCB, puisqu'elle a eu une crise de jalousie quand on a eu Raw avec Ric Flair, le papa de Charlotte, le Two Times Hall of Famer, celui qui détient encore le record de ceinture, donc 16 fois, je vous le rappelle. Et il y a eu une petite crise de jalousie. En plus, Natalia, alors on ne sait pas pourquoi Natalia a fait des matchs avec Charlotte et Becky Lynch, voilà, désolé, je me rappelais plus de son nom. Et ça s'était bien passé jusqu'à ce qu'évidemment Paige s'en prenne à Natalia, évidemment, parce que PCB, c'est pas NBC. Et finalement, elle s'est expliquée, elle a dit qu'elle était désolée et tout ça, et finalement, ils se sont rabibochés. Alors, je sais pas trop si on peut dire ça, puisque elle les a sauvés d'une attaque des Bella. Et après, à SmackDown, elle a dit tu parles pas comme ça à Charlotte. Et elle a affronté Nikki Bella et Nikki a gagné. Donc, je comprends pas trop Paige. Voilà, je trouve que l'angle est mal foutu. Tu sais, c'est un petit peu. Je ne sais pas ce qu'ils veulent en venir. Donc ça, la rivalité pour moi, le principal là, c'est Paige. Est-ce que Paige va intervenir pour aider Charlotte ou pour aider Nikki? Je pense que c'est ça c'est ça l'intérêt de ce match-là pour moi. Après, je pense que quand même c'est la première fois qu'elle remet en jeu sa ceinture, Charlotte, et je ne vois pas l'intérêt de lui faire perdre. Après, je me dis. Ouais, après ça ferait ping-pong, mais je pense pas qu'il remettrait la ceinture à Nikki. Elle a déjà été battu le record des Jelly, et les gens à la fin ils en avaient marre que ce soit Nikki la championne, surtout que on se rappelle des pay-per-view, elle défendait pas sa ceinture. Donc là, la Charlotte, c'est la première fois qu'elle défend sa ceinture, donc pour moi, elle va conserver sa ceinture par soumission. Il y a 99% de chances que ce soit par soumission. Après, je pense
que l'intérêt de ce match-là, c'est que va faire Paige. Est-ce que Paige ne va rien faire du tout pendant tout le match? Est-ce que Paige va distraire l'arbitre pour aider Charlotte ou distraire l'arbitre pour aider Nikki? Et le catfight, l'arrivée peut-être de Natalya, et Natalya qui attaque Paige, et Paige qui dit aux autres, bah vous voyez, c'est elle qui en a après moi, c'est pas l'inverse. Pourquoi pas? Après, pour moi, c'est tout l'intérêt du match. Donc, je vais dire Charlotte par soumission. Et l'intérêt de ce match, c'est Paige, qu'est-ce qu'elle va faire, et l'intervention ou pas de Natalya. On continue avec les champions par équipe, les New Day qui remettront en jeu leur ceinture contre les Dudley Boys. Donc, lors du pay-per-view précédent, les New Day ont conservé leur ceinture par disqualification. Il faut savoir qu'au Madison Square Garden, ils affrontaient les Dudley et ils ont gagné aussi par disqualification. Ils ont affronté Randy Orton et Dean Ambrose et ils ont gagné. Et ils ont affronté The Ascension et ils ont gagné. Voilà à peu près ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que faire perdre les Dudley Boys 2 fois par disqualification, je trouve ça un peu bizarre. Moi, quand j'ai vu qu'ils affrontaient les Dudley Boys encore une seconde fois au Madison Square Garden, je me suis dit, ah, ils vont faire changer les titres au Madison Square Garden parce que c'était un pay-per-view, enfin une sorte de pay-per-view exclusif au network. Donc il fallait absolument s'abonner au network pour voir le pay-per-view. Je me suis dit, c'est sûr, ils vont faire changer les ceintures là, comme ça il y aura un truc qui va se passer. Et les gens, ils vont s'abonner pour voir les nouveaux champions. Et en fait, non, ils les ont fait gagner par disqualification. Donc là, je pense que c'est les Dudley qui vont gagner les ceintures. Parce que ils peuvent pas les refaire perdre par disqualification une 3e fois. Les faire gagner simple, je pense qu'on a un peu fait le tour des New Day. Surtout qu'apparemment, il n'y aurait pas Xavier Woods qui s'est blessé au niveau de son nez. Donc, je pense victoire des Dudley Boys par tombée et nouveau champion par équipe. Je pense. Et je vous dirai pourquoi je pense ça un peu plus tard dans les pronostics avec la nouvelle équipe qui va se reformer. Enfin, une ancienne équipe mais qui va se reformer. Donc, je pense que ce sera assez logique que ce soit une équipe face qui ait les ceintures maintenant. Donc, je dis les Dudley Boys par tombée. On continue avec la revanche entre Kevin Owens et Ryback. Alors là, j'ai pas fait de PowerPoint parce que c'est juste la revanche. Kevin Owens a réussi à battre Ryback pour devenir le nouveau champion intercontinental. Il a affronté, et alors là, c'est ça que je ne comprends pas. Je trouve que c'est très mal joué de leur part. Il a affronté Chris Jericho pour le titre intercontinental et il a gagné contre Chris Jericho. Et ça aussi, c'était au Madison Square Garden. Et alors là, le faire gagner contre Chris Jericho, mais c'est incompréhensible. Et on l'a fait gagner aussi contre Mark Henry. Alors je voudrais dire au booker, à un moment donné, vous voulez que Kevin Owens soit crédible? Bah oui, bah le faites pas affronter Chris Jericho et le faire gagner. C'est pas crédible 2 secondes, c'est quand même Chris Jericho. C'est pas n'importe quel Gugus du coin. Donc moi ça... Bon, je savais très bien que Chris Jericho n'allait pas gagner parce qu'il est là, c'est un contrat à date. Donc ça aurait été un moins qui gagne cette ceinture parce qu'il n'aurait pas pu la défendre tous les mois. Mais le faire gagner contre Chris Jericho, non. Le faire gagner, alors là c'est la ceinture était en jeu. Contre Mark Henry, la ceinture n'était pas en jeu, mais pareil, vous y croyez pas 2 secondes que quelqu'un comme Mark Henry puisse perdre face à quelqu'un comme Kevin Owens. Je suis bien d'accord que Mark Henry, il est peut-être pas au sommet de la gloire et tout ça, mais c'est quand même un mastodonte, c'est le World's Strongest Man. Voilà, l'homme le plus fort du monde. Vous le faites pas perdre contre Kevin Owens. C'est pas crédible 2 secondes. Donc voilà, il réaffronte Ryback. Ryback qui a battu Bo Dallas d'ailleurs à SmackDown. Donc je pense quand même, vu que c'est sa première défense de titre, qu'il va conserver sa ceinture, mais que ce sera beaucoup plus difficile pour lui parce que la première fois il avait dominé de la tête et des épaules Ryback. Ça aussi, c'est pas très logique parce que Ryback c'est quand même, c'est pas le petit Gugus, c'est quand même un gars avec un beau gabarit.
Donc je pense que ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. Après, c'est sa première défense de titre, donc je pense pas qu'on le fasse perdre lors de sa première défense de titre. Après, il pourra très bien, parce que Ryback, je vous rappelle qu'il a défendu son titre que 2 fois. La première fois, c'était contre le Big Show et le Miz dans un triple threat match. Et la deuxième fois, c'était contre Kevin Owens, parce qu'il s'était blessé entre-temps. Ou 3 fois, il a défendu sa ceinture, donc c'était pas non plus... voilà, je crois que c'était que 2, dans mes souvenirs. Donc là, c'est sa première défense de titre. Moi, je laisserai gagner Kevin Owens par tomber. Mais j'espère que le match ne sera pas comme la dernière fois, que Ryback il aura du répondant et que Kevin Owens... ouais, que cette rivalité, s'ils veulent la continuer, qu'elle décolle, parce que là, il s'est rien passé. Donc c'est ça un petit peu mon coup de gueule, c'est qu'il s'est rien passé. Mais bon, je vais dire Kevin Owens par tomber et conservation du titre, et que la rivalité, si elle se poursuit, et ben, qu'ils mettent un petit coup d'accélérateur. On passe au premier Hell in a Cell match. Un match, pareil là j'ai pas fait de PowerPoint hein, parce que c'est la rivalité qui se poursuit depuis le Money in the Bank entre Roman Reigns et Bray Wyatt. Donc pour moi, typiquement, et là je vais être assez méchante, c'est le match qui sert à rien. Voilà, je l'ai dit. Alors pourquoi pour moi ça sert à rien ce match? Tout simplement puisque comme je vous avais déjà dit le mois dernier, dans tous les cas, que ce soit Roman Reigns ou Bray Wyatt qui gagne ce match, la rivalité va se poursuivre jusqu'au Survivor Series. Pour moi, c'est clair, c'est net, c'est précis qu'on aura un Team Wyatt contre Team Roman ou Team Shield, comme vous voulez l'appeler. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien de plus, surtout que la Wyatt Family, nous avons Luke Harper, alors pour l'instant qui est... on ne sait pas, il est plus devant les écrans, mais il y a toujours le Harper. Il y a le retour d'Eric Rowan. Vous avez Braun Strowman, donc vous avez au moins 3 derrière Bray Wyatt, 3 hommes. Je pense très clairement que l'intérêt de ce Hell in a Cell match, ça va être que ça va partir en bisbille, qu'on aura l'intervention de la Team Wyatt et de la Team Shield. Et qu'on se dise que la fin de cette rivalité, ce sera au Survivor Series, Team Wyatt contre Team Roman Reigns, Team Shield. Donc je pense que c'est ça simplement l'intérêt de ce match. Du côté de la Team Wyatt, nous aurons Bray Wyatt, Luke Harper, Eric Rowan et Braun Strowman, donc les 4 de la Wyatt Family. En 5e membre, vous pouvez avoir par exemple... le nouveau venu Tyler Breeze ou alors Adam Rose en version Leo Kruger. Alors pourquoi je vous dis ça, plutôt celui-là, parce que Adam Rose avait tweeté quand il cherchait un 4e membre pour Braun Strowman, il avait tweeté, il avait fait croire que c'était lui qui allait revenir en Leo Kruger et tout ça. Donc pourquoi pas, c'était un prémisse, un petit spoil pour nous dire qu'il reviendrait avec son ancienne gimmick de Leo Kruger et qui ferait partie de cette team. Moi j'espère, parce que il paraît qu'en Leo Kruger c'était pas du tout le même qu'en Adam Rose. Je n'ai pas vu malheureusement Leo Kruger quand il était à NXT, mais voilà, il paraît que ça déménageait. Donc Leo Kruger ou Tyler Breeze le nouveau, et en 6e membre, pourquoi pas Bo Dallas, le frère de Bray Wyatt. Alors vous allez me dire, pourquoi Bo Dallas alors qu'il est au ras des pâquerettes? Tout simplement, histoire de famille, puisque là, c'est le vrai frère de Bray Wyatt. Donc ça ferait 6 de son côté. Ou pourquoi pas, à la place de Bo Dallas, mettre Tyler Breeze et Leo Kruger, donc ça ferait 6 aussi. De l'autre côté, Team Shield, nous aurions Roman Reigns, Dean Ambrose. Donc les 2 inséparables. En 3e position, pourquoi pas Chris Jericho. Même si ça se cherche des noises, quand on a un ennemi en commun, on peut toujours s'arranger. 4e position, Ryback, puisque, souvenez-vous, Ryback a eu aussi un temps lointain des soucis avec la Wyatt Family. Donc pourquoi pas Ryback. 5e position, on pourrait trouver peut-être John Cena pour s'il a aussi eu des problèmes avec la Wyatt Family. Et en 6e position,
le retour d'un certain Daniel Bryan. Et oui, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Daniel Bryan serait opérationnel et qui serait là pour les Survivor Series. Et un match en équipe, c'est beaucoup plus simple qu'un match 1 contre 1. Donc il serait là en équipe. Et ce serait lui le 6e membre. On sait très bien qu'entre Daniel Bryan et la Wyatt Family, il est carrément devenu un membre de la Wyatt Family, Daniel Bryan. Donc pourquoi pas le retour en force de Daniel Bryan. Un médecin lui a dit oui, un autre médecin lui avait dit non pour revenir à la WWE. Là, il devait voir un 3e médecin qui devait rendre un verdict net et définitif. Mais il y a eu quelques rumeurs qui avaient filtré comme quoi il serait là pour les Survivor Series. Et si on a un Team Shield, enfin Team Roman contre Team Wyatt, je pense très clairement qu'un 6e membre, celui qui arrive, Daniel Bryan, je pense. Donc, voilà, ce match-là, en fin de compte, l'intérêt pour moi, c'est les interventions. Luke Harper, Eric Rowan et Braun Strowman. Est-ce que Luke Harper déjà sera là? Est-ce qu'il n'a pas été sévèrement puni par rapport au tweet polémique, hein, ça aussi on en reparlera lors du top flop. Donc je ne sais pas. Après pour la victoire, personnellement la victoire, je ne sais pas. Je dirais quand même Roman Reigns, puisque c'est un 1 contre 1. Mais Roman Reigns a choisi la stipulation. Donc après peut-être que je pense que quand même ça va être Roman Reigns pour montrer qu'il est là. Et que si on a un Team Shield contre Team Wyatt, ce sera la Team Wyatt qui gagne. Et finalement ce sera lui en équipe, Bray Wyatt, qui aura eu le dernier mot. Mais là c'est un 1 contre 1. Pourquoi pas Roman Reigns? Après s'il y a des interventions, Bray Wyatt. Donc voilà, je ne sais pas. Roman Reigns a l'air d'être assez remonté contre Bray Wyatt. Peut-être que toute cette rage et tout ça, les interventions, il va être distrait et que Bray Wyatt va en profiter pour gagner. Je pense qu'il va être... Oui, donc pourquoi pas Bray Wyatt? Mais pour mettre en avant Roman Reigns, ce serait mieux de faire gagner Roman Reigns. Mais les deux peuvent gagner. Mais comme je vous dis, voilà, je dis aucun, voilà, je dis pas de pronostic pour moi. C'est assez compliqué. Parce que les deux peuvent gagner, mais dans tous les cas, je pense que ça va se poursuivre jusqu'au Survivor Series. Et c'est ça qui m'ennuie un peu. Parce que la rivalité, on l'a depuis Money in the Bank. Donc ça fait quand même longtemps. Et je pense que c'est bon, c'est fini. Et les Survivor Series, j'espère, conclura. Ce serait bête de passer à côté de Team Shield contre Team Wyatt. Pour ma part, parce que c'est tout tracé. Mais si c'était le dernier match, je dirais Roman Reigns. Si c'est pas le dernier, Bray Wyatt. Voilà mon avis. Donc je n'ai pas d'avis. Je vais quand même dire Roman Reigns. Même si ça va être compliqué pour lui avec les interventions et tout ça. On continue avec le second Hell in a Cell match entre The Undertaker et Brock Lesnar, la bête incarnée. Donc un match qu'on a su pendant le Hell Tour avec Paul Heyman qui nous faisait la promotion de Hell in a Cell, où Brock Lesnar, pendant son Hell Tour, devait affronter le Big Show au Madison Square Garden. Après, il devait faire le podcast de Stone Cold Steve Austin et finir à Hell in a Cell pour affronter l'Undertaker dans le Hell in a Cell match. Voilà. Donc je tiens à dire que le problème, ce n'est pas tant le match. Quoique le match, vous allez voir que c'est un problème aussi. Pour moi, c'est la promotion. Ils en ont fait, mais 10 fois trop. Déjà, ils ont commencé entre Brock Lesnar et le Big Show, où ils nous ont ressorti les vieilles rivalités des Survivor Series 2002.
ou 2008, je me rappelle plus de la date, bref, on s'en fiche, c'est pas très important, entre le Big Show qui a affronté Brock Lesnar, qui a gagné contre Brock Lesnar, après ils nous ont remonté la souplesse où le ring s'est carrément effondré sous le poids de Brock Lesnar et du Big Show, ils nous ont dit que ça allait être un match épique, que ça allait être le plus grand match de toute l'histoire, blablabla, au Madison Square Garden, fallait pas louper ça, c'est le main event, résultat, j'ai compté, on a eu 5 souplesses, 2 F5, paf, le match était fini. Et un chokeslam du Big Show. Oui, j'ai oublié ça. Et un deuxième F5 après le match. C'était ça le match. Pour moi, il n'y a pas eu de match. C'était une démonstration de la puissance de Brock Lesnar. Et c'est ça le problème, c'est que quand vous voyez les promos, vous vous dites putain, ça va être un match malade, ça va être ouf. Même si le Big Show, voilà, c'est pas non plus... voilà, c'est... Vous me comprenez. Mais quand vous voyez les promos, vous allez dire putain, je vais être vachement dedans, ça va être géant et tout ça. Et quand vous voyez ce truc qui nous ont servi, 5 souplesses, un chokeslam, 2 F5, fin, ben voilà, vous pouvez être que déçus. Et le problème, c'est qu'ils ont fait la même connerie avec l'Undertaker. Oui, alors ils nous ont sorti l'histoire des chapitres, non mais genre ils avaient prévu ça depuis le début, comme quoi ça allait être en tripartie. Première partie, WrestleMania. Tout le monde avait les yeux rivés sur la streak de l'Undertaker. L'Undertaker, cette année-là, affrontait Brock Lesnar. Et Brock Lesnar, à la stupéfaction de chacun, a battu l'Undertaker. Il a battu la streak, ce que personne pouvait imaginer. Lui, il l'a fait. Le conquérant, la bête incarnée, Brock Lesnar. Puis, ils se sont réaffrontés à SummerSlam. Et alors là, le choc. L'Undertaker a été obligé de faire un low blow sur Brock Lesnar. Et Brock Lesnar lui a fait les doigts d'honneur pour gagner, puisque l'arbitre a eu... décision arbitrale a fait sonner la cloche. Et alors là, il n'y aura pas de polémique, il n'y aura rien du tout. Ce sera le dernier chapitre. Hell in a Cell match entre Brock Lesnar et l'Undertaker. Ne ratez pas ça. Ce sera en exclusivement sur le network à Hell in a Cell. Ben voilà, c'est 10 fois trop. Même là, quand je vous le raconte, vous voyez bien que c'est 10 fois trop. Donc, Hell in a Cell, la structure qui a été créée pour l'Undertaker, c'est voilà, c'est lui le recordman encore actif avec de nombre en participation. On avait aussi Shawn Michaels et Triple H, mais les deux maintenant ne catchent plus. Donc le dernier encore à catcher à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'Undertaker. Donc qu'est-ce qu'ils vont lui faire perdre 2 fois de suite dans son jardin. La première fois, c'était à WrestleMania, son jardin, où chaque année, il avait ses stricts à défendre et ils l'ont fait perdre. Là, c'est quand même la structure qui a été faite pour lui. Est-ce qu'ils vont le faire perdre une deuxième fois? Je ne pense pas. Je pense très clairement que l'Undertaker va gagner. Maintenant, ne vous attendez pas à un match de ouf. Ne vous attendez même pas à un match tout court. Pour moi, il n'y aura pas de match. Alors vous allez me dire, non mais c'est pas possible là, tu fumes trop là Marie, franchement. Bah oui, parce que on a eu déjà 2 fois un combat entre Brock Lesnar et l'Undertaker. Les 2 fois ça s'est mal passé pour l'Undertaker. À chaque fois, il s'est blessé. La première fois, il a fallu 1 semaine d'hospitalisation et 1 année avant qu'il se rétablisse complètement. La seconde fois, lors des SummerSlam, il s'est de nouveau blessé, il devait être présent le lendemain à Raw et il n'a pas pu être présent parce que ils étaient de nouveau blessés. Et c'était des matchs simples, sans stipulation. Et là, c'est un Hell in a Cell match. Vous allez pas me faire croire qu'ils vont vraiment faire le match alors que l'Undertaker n'aime plus, voilà, on va dire plus, hein, parce qu'il était capable quand il était jeune, n'est plus capable d'assurer des simples matchs simples. Je vous le dis, c'est impossible qu'ils prennent ce risque, d'autant plus qu'ils n'ont plus leur légende Sting. Sting qui s'est blessé, je vous le rappelle, contre Seth Rollins. Il s'est blessé au cou. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre 2 icônes. La première étant Sting, la deuxième étant l'Undertaker. Ils ne peuvent pas se permettre ça. Je pense très clairement que l'Undertaker va gagner le match. On aura peut-être 10 minutes maxi de match. Même pas de match, hein. Grand max 10 minutes. Intervention de Kane. Reformation
des Brothers of Destruction et hop, on va pour le titre par équipe. Contre les deux de les Boys, évidemment, avec l'équipe Hill, avec l'Undertaker et Kane. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que Kane, enfin Demon Kane, et l'Undertaker ont déjà reformé les Brothers of Destruction lors de la tournée au Mexique. Ils ont déjà reformé leur équipe et d'ailleurs, ils ont battu qu'auraient dû affronter Randy Orton et Dean Ambrose lors d'un match au Mexique. Ils ont battu la team de Braun Strowman et Luke Harper. Ils les ont battus. Donc ils ont déjà reformé. Je pense que c'était un avant-goût pour voir si les gens étaient toujours aussi fans de cette team-là, si les gens étaient toujours attendaient leur reformation ou s'ils en avaient carrément rien à foutre. Je pense que c'était un test en grandeur nature pour voir si les gens étaient contents de revoir cette équipe, étaient contents de revoir les Brothers of Destruction, et selon la réaction de la foule, eh ben ils vont reformer en exclu cette team. Donc pour moi, c'est sûr à 98% que Ken va intervenir, reformation, et hop, on les envoie pour les titres par équipe. Et on leur donne évidemment les titres par équipe. Comme ça permet à l'Undertaker, qui est moins frais que Kane, de s'appuyer sur son frère Kane. Voilà. Donc, l'Undertaker avec l'intervention de Kane. Malheureusement, et on finit avec le main event, Demon Kane, le frère de l'Undertaker, aura un match contre Seth Rollins pour le titre WWE poids lourd. Et attention, puisque si Demon Kane perd, Corporate Kane, son alter ego, sera viré et ne sera plus directeur des opérations avec évidemment l'autorité Stephanie McMahon et Triple H. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Seth Rollins a affronté évidemment Sting, il a conservé son titre. On a eu Sheamus qui a tenté d'utiliser sa manette, mais malheureusement Kane est venu. Hop, chokeslam, tombstone, le message était passé. Kane est intervenu en dessous du ring pour emmener Seth Rollins dans les portes de l'enfer. Et Kane et Seth Rollins ont discuté lors de Raw et Stephanie a donc officialisé ce match. Et donc Kane est revenu pour refaire un chokeslam et deux chokeslam et un tombstone sur Seth Rollins pour lui faire comprendre le message que le prochain champion WWE poids lourd, ce serait lui. Donc Kane ou Seth Rollins, qui sera le prochain champion? Et c'est ça le problème, c'est que si Kane intervient dans le match entre l'Undertaker et Brock Lesnar, alors où le match a eu lieu avant et Kane pourrait intervenir, voilà, il n'y a pas de problème. Ou malheureusement, ce que je pense, c'est que le match Undertaker-Brock Lesnar, ce sera le main event. Et donc le match entre Kane et Seth Rollins aura déjà eu lieu. Et si Kane est champion WWE poids lourd, ça veut dire qu'il n'intervient pas dans le match parce qu'il est champion, donc pour reformer les Brothers of Destruction, et donc pas de champion par équipe en vue. C'est ça ma crainte. Je me dis que s'il est champion, à moins que Sheamus intervienne avec sa mallette comme ils allaient le faire avec Sting, ça ferait double changement de titre, Kane qui gagne et Sheamus qui intervient cacher sa mallette. Ça ferait peut-être beaucoup en une soirée, mais bon, pourquoi pas, hein, ça pourrait passer. Surtout qu'on se dit que, évidemment, quand Sheamus sera champion, ce sera lui le prochain champion, et bien évidemment, qui sera son premier rival, ce sera Roman Reigns, et qui deviendra champion après Sheamus, vous le savez, ce sera Roman Reigns. Voilà, on ne fait pas un dessin. Donc voilà, moi je pense très clairement que ce match-là, ce sera pas le main event, et que le main event, ce sera Undertaker contre Brock Lesnar. Et que si Kane est champion, il ne pourra pas intervenir, il n'y aura pas de reformation des Brothers of Destruction. Après, je serais déçu que Kane ne soit pas champion juste pour épauler son frère et n'être que champion par équipe. Parce que quand même, champion WWE poids lourd, c'est
c'est mieux à l'heure actuelle, même si Seth Rollins a mis un petit peu de discrédit par rapport à ce titre-là. C'est mieux que champion par équipe. Champion par équipe, la division est morte. Mais je me dis, et c'est pour ça que je me dis ça, je me dis, elle est tellement abandonnée et morte cette division, il y a tellement rien qui se passe, qu'avoir une équipe comme les Brothers of Destruction, ça donnerait un coup de peps, ça donnerait un coup de jeune, même si c'est une vieille équipe, et ça ferait quelque chose de nouveau. Donc moi je pense vraiment qu'ils vont faire ça, et que du coup Kane, malheureusement, ne sera pas champion. Ou sinon il sera champion, mais Sheamus encaissera sa mallette. Voilà, je pense très clairement que c'est ça qui va se passer. Seth Rollins, est-ce qu'il va rester champion à la suite de ce match-là s'il gagne contre Kane? Je pense pas, parce que comme il voulait déjà cacher la mallette de Sheamus le mois dernier, je pense pas. Après, je pense que s'il gagne, Sheamus qui cache sa mallette sur lui serait moins d'impact que s'il l'avait caché sur Sting. Voilà, parce que Sting c'est quelqu'un de populaire, c'est une iconique quoi. Alors que Seth Rollins, voilà, c'est Seth Rollins, hein, on va pas faire 3 ans là-dessus. Mais on en a marre hein, de Seth Rollins champion, hein, moi plus que les autres. Mais je ne sais pas, est-ce que s'il gagne, Sheamus va cacher sa mallette? Je pense plutôt que Ken va gagner le match, mais que Sheamus va intervenir pour cacher sa mallette juste après. Comme ça, Corporate Kane ne sera pas viré. De toute façon, je pense que Demon Kane est mieux que Corporate Kane, mais ils ont l'air de faire les deux tableaux, donc je pense pas qu'ils vont le faire perdre, mais que Sheamus va intervenir derrière avec la mallette. Ou sinon, ça veut dire pas de reformation des Brothers of Destruction. Mais je pense que ce serait vraiment une bonne idée et que ce serait dommage de passer à côté avec ce boost. Et au moins, le titre par équipe aura de nouveau de l'attrait pour moi. Et je trouverais ça dommage qu'il passe à côté. Donc voilà, je dis Demon Kane, mais Sheamus, il cache sa mallette et hop, ce sera Sheamus le champion. Ou alors Sheamus n'arrive pas à cacher sa mallette et Seth Rollins repart avec le titre. Je ne sais pas. Mais pour moi c'est ça. Ou alors Seth Rollins conserve sa ceinture, mais non, parce que s'ils veulent jouer sur les deux tableaux, Demon Kane est obligé de gagner. Bon écoutez, je reste sur Demon Kane, mais Sheamus qui cache la mallette. Comme ça, ce sera Demon Kane champion et Sheamus champion. Et ou alors Seth Rollins qui conserve sa mallette, mais sa ceinture plutôt, pas sa mallette. Je ne sais pas, je pourrais pas vous dire. Je pense que Kane va gagner, comme ça il continue de jouer sur les deux tableaux, mais que peut-être que Sheamus va intervenir pour cacher sa ceinture. Ou sinon ça veut dire que pas de reformation de l'équipe Brothers of Destruction. Je pense que vous avez compris le principe. Voilà, c'était tout pour ces pronostics de Hell in a Cell. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas le petit pouce vert ainsi que le partage. C'était tout pour moi. Alors, avant de se quitter, je comptais vous faire une petite surprise avec le lien Pixul pour que vous votiez pour mon prochain let's play. Donc, vous aviez le choix entre Resident Evil 4 HD, la trilogie BioShock en commençant par le 1 et Beyond Eyes, un jeu indépendant. Ou autre si vous avez aimé aucun de ces jeux-là. Comme personne n'a voté, moi j'avais choisi de mon côté de vous faire Resident Evil 4 pour Halloween, de vous faire ce long let's play parce que je l'avais déjà fait, c'est un jeu que je connais, hein, je l'avais fait sur GameCube. Donc je l'ai téléchargé sur PC, malheureusement le jeu, mais ça rame, mais pas possible, je suis à 30 FPS, mais même pas 30 FPS stable, donc c'est impossible de vous faire ce jeu là, donc je suis vraiment déçue pour vous. Et donc malheureusement pas de Resident Evil 4 parce que je l'ai sur GameCube, mais je n'ai aucun moyen de vous filmer la GameCube, déjà premièrement. Deuxièmement, sur PC, écoutez, je l'avais téléchargé, mais mon PC n'est pas capable
de le faire tourner. Et en plus, alors là, ce que j'ai appris, alors je ne sais pas si vous étiez au courant, mais moi, je vous le dis comme ça, si personne, je vous fais part de mon analyse, c'est que je me suis dit, bon, bah, mon PC n'étant pas assez bien pour le faire tourner, je vais essayer de le faire tourner sur un autre PC plus performant. Et donc, j'ai installé Steam sur ce PC-là plus performant, et en fin de compte, le jeu n'est pas relié à votre, il est relié à votre PC, il n'est pas relié à votre compte. Donc j'aurais dû retélécharger le jeu. Donc je ne sais pas si vous étiez au courant de ça. Alors tous les possesseurs là de PC, les PC style, vous nous dire, bah oui c'était logique, hein. Mais bon moi je m'y connaissais pas. Et en fin de compte le jeu n'est pas relié, il est relié à votre PC, il n'est pas relié à votre compte. Donc vous êtes obligé de retélécharger le jeu si vous voulez y jouer sur un autre PC. Alors que le jeu je l'avais déjà téléchargé. Autant vous dire que comme ma connexion est nulle, il m'a fallu quand même 5 heures alors que j'étais toute seule à la maison pour télécharger ce jeu-là. Et que je pense pas le retélécharger d'ici là parce que là va y avoir Halo 5 sur Xbox One qui va me prendre quand même pas mal de temps, il sort la semaine prochaine. Va y avoir peut-être alors là pareil je vous le dis, le jeu que je vais vous faire, le jeu de stratégie Anno, le prochain, le nouvel opus Anno. Je ne sais pas pareil si je vais pouvoir le faire tourner. Faudra que je me renseigne au niveau de ça. Donc pour l'instant, je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire tourner ces jeux-là. Je pense qu'il faut. Moi, je voulais vous faire dans mon objectif les jeux nouveaux, les jeux rétro, puis les jeux nouveaux, puis les jeux rétro. Maintenant, mon PC, c'est pas du tout un PC de gamer. Et je compte pas le changer tout de suite parce que je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je pense qu'on va être un peu moins gourmand. Moi, je comptais vous faire des anciens AAA comme Resident Evil 4, par exemple. Et je pense que si je vous fais des jeux gourmands, ce sera pourquoi pas sur un autre PC du coup, mais que si je vous fais des jeux sur mon PC, et ben ce sera plus des jeux type indépendant comme le Let's Play sur Ori and the Blind Forest d'ailleurs qui se finit très bientôt parce que là nous sommes proches de la fin du jeu, que des gros jeux Blockbuster. Je suis vraiment désolée mais malheureusement je n'ai pas le matériel pour, ou sinon ce sera sur un autre PC, mais bon ça aussi faut voir de temps en temps peut-être quelques vidéos. Et pourquoi sur PC? Tout simplement parce que sinon sur Xbox One il me faudrait un boîtier d'acquisition, et je peux vous dire que quand vous voyez les prix des boîtiers d'acquisition, c'est assez cher. Et donc je n'ai pas les moyens tout simplement d'acheter ça. Donc c'est pour ça que je vous le fais sur PC. Donc malheureusement, ce sera plus des petits jeux comme ça, peut-être des petits jeux indépendants. Vous faire tous les jeux indépendants que je pourrais vous faire. Et j'espère quand même que ça vous fera plaisir. Pourquoi pas que des jeux PC. Et peut-être voilà, de me spécialiser dans les jeux indépendants. Et quand je vous ferai des jeux triple A, pardon, et ben ce sera sur une autre machine qui elle est beaucoup plus performante. Voilà. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Donc ne votez pas pour les autres parce que les autres déjà je ne sais pas si je vais pouvoir les faire tourner. Donc ça sert à rien de voter. Et je verrai ce que je ferai. Déjà ce qu'il y aura au mois de novembre, il y aura le podcast sur les coulisses. Comment je fais pour enregistrer, quel logiciel j'utilise et tout ça, sur quel site je vais pour prendre mes news. Donc ça, ce sera au mois de novembre. Et au mois de décembre, vous aurez alors l'extension d'Ori. Apparemment, c'est en fin d'année que ça va être communiqué. Donc je sais pas quand est-ce qu'elle sort, mais dès qu'elle sortira, je vous ferai l'extension d'Ori and the Blind Forest. Je vous ferai évidemment le bilan de fin d'année avec tous les champions qu'on a eu des différents titres ainsi que tous les challengers, ceux qui sont partis et tout ça. Donc je vous ferai tout ça. Et sinon, voilà, ce qui vous attend dans les prochains mois jusqu'à la fin de l'année. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée.
On se dit à une prochaine fois. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel match vous attendez le plus, pour quel catcheur vous votiez, vous votez plutôt, pour voir si ensemble, eh bien, nous avons les mêmes points de vue ou pas. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce vert, le petit partage, le petit commentaire et à vous abonner sur la chaîne. Voilà, c'était tout pour moi. Voilà, c'était tout pour moi. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!